Je vais de suite passer la parole à Madame Dini, qui remplace notre rapporteur, qui va vous poser quelques questions, et à nos collègues également dans la salle qui meurent d'envie de vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, nous avons rencontré hier Monsieur Accoyer et je voulais vous demander ce que vous pensez de la réglementation de l'usage du titre de psychothérapeute prescrit dans la logique de l'amendement Accoyer par la loi de 2004. Estimez-vous que les diplômes et formations exigés par la loi soient de nature à garantir les usagers contre le danger des thérapeutiques déviantes, des thérapeutes déviants ou des thérapeutiques déviantes? Alors je pense que c'est un formidable progrès, parce que ça informe le citoyen sur les compétences de la personne qu'il va rencontrer, et on verrait peut-être une diminution des autoproclamés, et surtout le fait que les gens vont voir quelqu'un sans savoir quelles sont ses compétences. Quand on va aux États-Unis, la première chose que l'on voit dans un cabinet médical ou dans un cabinet de psychiatre ou de psychologue, ce sont les diplômes. Alors plus on a d'honoraires élevés, plus il y a de papier sur le mur pour montrer ça. Donc je crois que là, c'est une chose qui est très bénéfique. Deuxièmement, ceci exige un certain nombre de formations. Or, dans ce cadre-là, il y a des acteurs de santé qui sont de nature extrêmement différente, allant des psychiatres aux psychologues cliniciens, etc. Donc, il faut que ce soit taillé à la mesure pour bien savoir votre domaine de compétence. Par exemple, reconnaître une pathologie mentale grave, telle qu'une schizophrénie, c'est dès plus probablement du champ du psychiatre. Est-ce que c'est dès plus probablement du champ de la personne qui veut faire de l'accompagnement dans l'entreprise, de l'accompagnement psychologique, etc. Dès plus probablement non. Cela veut dire que là, on a une dimension qui est une dimension pas assez diversifiée. Auquel cas, on peut penser que les commissions régionales pourraient tailler à la mesure les choses, mais il ne faut peut-être pas trop leur demander de faire. Elles ont une dimension qui est un peu plus administrative. Donc, c'est le deuxième élément de ma réponse. Le troisième élément de ma réponse, ça ne permet pas de penser qu'on pourrait éliminer les dérives thérapeutiques. Cela veut dire qu'il y a une moins grande probabilité qu'il y ait des dérives thérapeutiques par augmentation des compétences que l'on a vérifiées des acteurs de santé, mais il peut y avoir un certain nombre de dérives thérapeutiques, auquel cas elles relèvent de la faute professionnelle. Par contre, il se peut parfaitement bien qu'utilisant même des stratégies thérapeutiques tout à fait classiques, l'intentionnalité d'un certain nombre des acteurs de santé, avec l'idée de prendre le pouvoir, la possession ou d'en tirer des bénéfices personnels pour eux-mêmes, puisse apparaître, et l'on aurait là des dérives qui sont dans la même famille que la dérive de type sectaire. Poursuivre à peu près sur le même sujet, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les méthodes de psychothérapie éprouvées? Quelles méthodes peuvent ou doivent alerter les futurs patients? Comment peut-on mieux diffuser ce type d'informations pour empêcher les personnes en demande de traitement psychothérapeutique de mal tomber? Comment fait-on quand on veut aller voir un thérapeute? Qu'est-ce qui peut alerter le patient sur le fait que c'est peut-être pas très conventionnel et net? Je pense que vous me posez là une question extrêmement difficile, mais il y a quelques éléments de réponse. Je ne peux pas répondre de manière exhaustive, mais il y a quelques éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est de savoir effectivement si la formation de la personne que vous allez voir a été validée de quelque manière. Alors je rappelle que, en ce qui concerne la psychiatrie, la psychanalyse et la psychothérapie, la formation n'est pas simplement une formation sur le savoir, elle est une formation aussi qui est une formation sur comment on utilise ce savoir, et obligatoirement cette formation s'accompagne d'une position à la responsabilité éthique. Ceci est une formation. La formation, ce n'est pas le diplôme savoir. Je connais tel écrit de Freud, je connais tel écrit de ceci, cela. La formation, c'est une formation éthique. Deuxième, autre famille d'arguments, le problème du système de la relation avec autrui, la maîtrise de la relation médecin-malade.
la maîtrise de la réaction personnelle face aux demandes et aux projections d'un patient, c'est quelque chose qui se maîtrise, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pourquoi nous avons dans les processus de formation non seulement une vérification des savoirs, mais à partir du suivi de cas cliniques par un superviseur, la possibilité de voir quelle est l'implication de la personne. Donc ça, c'est peut-être les garanties que l'on peut éventuellement prendre. Il y a d'autre part aussi quelque chose qui me semble très pertinent, c'est le fait que si quelque chose dans une relation avec un thérapeute choque votre manière habituelle de penser, habituelle de nouer une relation avec autrui, là il y a un élément d'alerte qui est extrêmement important. Mais pour cela, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait une éducation de l'ensemble des citoyens par rapport aux soins et par rapport à ce que représente le soin. L'éducation à la santé, ce n'est pas simplement l'éducation à la santé pour savoir quels sont les comportements dommageables pour la santé et les comportements bénéfiques à la santé et faire des choix éclairés, c'est aussi interpréter si quelque chose est susceptible de s'inscrire dans votre fonctionnement habituel, dans vos styles de vie, etc. Il faut que ce soit cohérent et congruent. Et puis, il y a une chose sur laquelle on n'a pas barre, c'est l'équation personnelle. Ça, c'est extrêmement difficile. Par contre, pour répondre à votre question, à contrario, il y a aussi un certain nombre de patients qui vont provoquer chez les thérapeutes des dérives thérapeutiques et si la personne a une intentionnalité de prendre barre sur l'autre, favoriser la construction d'une emprise mentale. Les thérapeutes, on n'en parle pas suffisamment, sont vulnérables. Et cette vulnérabilité du thérapeute, elle nécessite une aide. Je vous donne 2 exemples pour faire bien comprendre cela. Les personnes qui sont dans les SAMU et dans les soins d'urgence, voyant des choses qui sont quelquefois terrifiantes, ont quelquefois des troubles des conduites et des comportements qu'on ne comprend pas et qui sont en rupture avec ce qu'ils ont vécu antérieur. Par contre, si on met à la place une cellule de soutien psychologique auprès de ces acteurs de santé, on va éviter cela. Il convient de prendre soin des acteurs de santé. Je crois que ça, c'est tout à fait fondamental. C'est fondamental parce que c'est un respect pour les acteurs de santé, mais c'est aussi quelque chose qui vise à augmenter leurs compétences. Monsieur Vaugrenard. Oui, merci, professeur, pour toutes ces informations et ce développement. Sans le savoir, commencer à répondre à l'une de mes interrogations. Et dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, ça se rapproche un peu de l'audition que nous avons eue hier avec une des responsables sages-femmes qui nous disait qu'il y avait des emprises sectaires dans le domaine de l'accouchement parce qu'il manquait de temps également, de disponibilité pour les sages-femmes, c'est-à-dire la partie non pas technique de l'accouchement, mais humaine de l'accompagnement de l'accouchement. Et c'est un peu la même chose que vous avez développé tout à l'heure par rapport au cancer ou à d'autres maladies. Le praticien n'est pas seulement un technicien, ça doit être aussi un psychologue, et ça devrait. Et le temps parfois lui manque. La formation peut-être a été insuffisante, et dans ce que vous venez de nous dire également, il peut y avoir aussi un travail d'équipe qui permet de surmonter, je dirais, le fait de faire face à l'annonce d'une maladie et aux solutions à proposer. Je pense que parfois la différence entre le médecin, le praticien et ceux qui sont dans les dérives sectaires, est-ce que parfois le médecin, de manière un peu classique, ne propose pas plutôt des choix qui sont de l'ordre du technique, alors que ceux qui pratiquent des dérives sectaires s'en sont beaucoup échappés et abordent uniquement l'aspect psychologique, c'est-à-dire ce qu'ils pensent qu'attendent le patient en déshérence, en état de désespoir, ce qu'il attend d'entendre, en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que dans la formation qui sont assurées, et cet aspect psychologique, d'accompagnement psychologique est suffisamment important, indépendamment du temps passé, mais qui pose aussi des problèmes financiers, bref, qu'on n'a pas le temps d'aborder cet après-midi.
est-ce que la formation est suffisamment forte pour considérer que lorsqu'on demande un choix à un patient, d'abord ce choix ne peut pas être répondu en 10 minutes, un quart d'heure, voire en 24 ou 48 heures, qu'il faut laisser le temps également, après avoir appris quelque chose de particulièrement douloureux. Est-ce qu'ensuite est vraiment abordé l'aspect psychologique? Deuxième point, tout à l'heure, vous nous avez évoqué en quelque sorte un peu l'évaluation, comment il est possible d'évaluer la dérive sectaire en proposant un peu une table des matières et avec 9 critères. Et à l'intérieur de ces 9 critères, vous nous dites à partir du moment où on en retrouve 5, ça veut dire que véritablement qu'il y a dérive sectaire. Je trouve que le travail que vous avez fait et la proposition que vous nous faites est particulièrement intéressante parce que là, on entre véritablement dans le concret. Est-ce que la proposition que vous nous avez faite, vous l'avez également soumise à Miviludes, par exemple, ou à d'autres personnes que nous aurions auditionnées pour savoir si là, nous aurions véritablement, en quelque sorte, une table des matières qui nous permettent d'aller plus loin et d'essayer, dans un domaine qui est souvent, bien sûr, proche de l'irrationnel, d'aller dans une forme de rationalité de ce qu'est la dérive sectaire pour pouvoir ensuite être, autant que possible, assez efficace. Merci. Je vous remercie, monsieur, pour ces 2 questions. L'acteur de santé est à la fois un technicien, mais c'est aussi un homme ou une femme de relation. Et je crois que c'est la même chose pour un maire ou pour un sénateur, d'être à la fois un bon technicien et d'être un homme de relation très important. Je crois que c'est essentiel. Je pense même que quand nous recrutons des collaborateurs dans une équipe, nous les recrutons sur leurs compétences techniques, mais aussi sur leurs habiletés relationnelles et sur leur sens éthique. Je crois que ça, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est quelle est la formation que nous pouvons donner à l'ensemble de ces acteurs de santé dans cette maîtrise du système de relations. C'est très important. Je vous citerai une toute petite anecdote, je vous prie de m'excuser, elle est un peu narcissique. J'ai rencontré en venant ici tout à l'heure un monsieur qui m'a abordé et qui m'a dit « Bonjour monsieur, vous ne me reconnaissez pas, j'ai été un de vos élèves ». Je ne le reconnaissais pas quand il y a 600 personnes en face, sauf ceux qui passent dans votre service, etc. Et il me dit « Je me suis rappelé un cours où je n'avais pas pris de notes, mais où vous m'aviez expliqué que quand on touchait un corps, on n'allait pas se précipiter sur un corps, parce que sans ça, on fait effraction dans le corps, mais il y a toute une dynamique, toute une manière d'aller toucher un corps. » Je crois que cette anecdote, elle est formidablement importante, et elle vient d'arriver, donc je vous la livre toute chaude. Ça veut dire que nous sommes capables de pouvoir aider les gens à la formation. Et il faut aller contre l'idée que l'on n'apprend pas la relation. Il y a des dotations génétiques de base dans le système relationnel, mais on apprend les choses à cet ordre-là. Par voie de conséquence, faut-il du temps pour cela? Faut-il des compétences pour cela? Il y avait autrefois dans les études médicales une unité de valeur qui s'appelait psychologie médicale. Psychologie médicale qui s'accompagnait non seulement d'un enseignement magistral, mais aussi d'un enseignement par petits groupes et d'une analyse de la prise en charge des patients par telle ou telle personne. Et l'objet de ce groupe-là, c'était comment avez-vous fait, pourquoi avez-vous fait, qu'est-ce que ça vous a amené, quelles étaient vos inquiétudes, quelles étaient vos réticences. Donc ça, c'est le problème là. Maintenant, on a centré les choses plus sur le côté « je suis un bon technicien », mais moi je pense qu'il faut dire aussi « je suis un bon technicien de la relation ». Ça, c'est le premier. Deuxième point, les critères que j'ai mis en place sont déjà utilisés puisque je suis souvent nommé expert pour savoir s'il existe une emprise mentale, etc. Et j'avais beaucoup de difficultés avec les enquêteurs parce que les éléments de l'enquête étaient des éléments qui ne me permettaient pas de poser, de repérer et de poser ce diagnostic. Donc, nous avons travaillé avec la Canimedes pour essayer de faire qu'ils reprennent les éléments de cette définition et les éléments de ce critère pour mener leur enquête. Alors, ceci explique pourquoi j'ai créé ce système d'évaluation par critères. Il y a des critères qui sont un peu redondants. Et ce n'est pas la même chose que les anciens critères, qui étaient des critères dans lesquels il fallait qu'ils soient tous présents et il pouvait avoir des exceptions qui étaient des exceptions différentes.
Tandis que là, on est dans une stratégie opératoire dont l'intentionnalité est de dire, face à un cas concret, si je retrouve cela, j'ai la plus grande probabilité de dire que c'est. Donc c'est quelque chose qui me semble important. Cette définition que j'ai donnée, cette stratégie pour faire un diagnostic, est utilisée maintenant par un certain nombre d'experts pour pouvoir faire que les magistrats puissent savoir sur quels critères on peut réellement affirmer qu'il y a emprise mentale. C'est une définition qui est opérée. Ce n'est pas la même chose que les définitions qui étaient les définitions et qui avaient été en cours au moment de la MILS, qui étaient des définitions avec ce que j'appelle moi les définitions compréhensives. Voilà pourquoi, voilà quelle est l'idée, voilà ce qu'il en est. Je crois que ça n'aide pas. Par contre, de cette ancienne définition, la notion d'intentionnalité, d'avoir barre sur autrui, là oui, on la garde. Mais elle ne fait pas partie du matériel avec lequel on va affirmer les choses. Je crois qu'il faut avoir une dimension opératoire. Monsieur Néry. Oui, Monsieur le Président, merci. Professeur, je crois qu'on est tous confrontés à cette affaire, c'est que lorsqu'on est dans l'inquiétude, on cherche forcément à être assuré. Et lorsqu'on est malade, on est forcément en situation d'inquiétude. Et qu'on a tendance à vouloir effectivement trouver un réconfort, et le réconfort est bien entendu à travers le médicament et le traitement, mais on sait qu'on attend souvent un peu plus d'un médecin, vous l'avez dit fort bien tout à l'heure, je crois qu'il y a le côté technique et il y a le côté relationnel. Moi, je m'interroge beaucoup sur la chose suivante. C'est que je trouve que de plus en plus dans notre société, on est en train de développer la notion, même pour des gens qui sont en excellente santé, de coaching, de soutien psychologique. Oui, écoutez, quand on a des sportifs qui sont en compétition, on peut espérer qu'ils sont en excellente santé. Et que, vu leur épanouissement physique, ils devraient plutôt être en état de pouvoir se passer de ce soutien mental et d'avoir eux-mêmes cette force mentale en eux. Un esprit sain dans un corps sain. Alors, je suis quand même inquiet de voir que de plus en plus se développe dans l'opinion publique et beaucoup à travers les médias de l'idée d'une nécessité de coaching, d'une nécessité d'avoir recours à quelque chose à côté. Alors, moi, je me demande si on ne doit pas, effectivement, avoir un effort d'information du côté de la population en général, et puis peut-être prendre quelques précautions, parce qu'il y a un deuxième côté des choses. Dans tout homme, il y a un désir de puissance. Et le désir de puissance peut s'exprimer effectivement par le soutien qu'on apporte à quelqu'un. Et que ceux qui sont justement par, je dirais, obligation de service, par nécessité de s'adresser plus particulièrement à des gens qui sont en état de faiblesse, que tout ça, effectivement, ne dérive pas vers ce que j'appelle, moi, un abus de faiblesse. C'est l'inquiétude que j'ai. Je crois beaucoup aux relations humaines. Je crois qu'il y a toujours eu la solidarité qui s'est exprimée, en particulier lorsqu'il y a des catastrophes. On voit bien ça plus particulièrement, et on le regrette que dans les grandes cités urbaines, il y ait moins de solidarité et de présence que dans nos petites communes où tout le monde se connaissait, où il y avait un soutien psychologique finalement. Mais entre cette situation de soutien psychologique et peut-être même aussi, monsieur le professeur, d'éducation collective. D'éducation collective, aujourd'hui, on soit face à un individualisme forcené qui peut-être favorise l'appel à un soutien qui est peut-être pas toujours, je dirais, réfléchi et qui est souvent abusif. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Oui, je voudrais rappeler, sans vouloir faire un historique très complet, que dans la Grèce antique, le maître de philosophie, accompagnant le disciple, était quelque chose d'indispensable à la construction d'un citoyen. Et que ça donnait même
naissance à une méthode particulière qui était par exemple la maïeutique socratique. On peut rappeler aussi que dans la vieille Europe, il y avait des directeurs de conscience. On peut rappeler qu'il y avait aussi un livre qui a eu un succès extraordinaire, qui était l'imitation de Jésus-Christ, avec tant d'articles X, Y ou Z, avec des processus, des méthodologies qui pourraient faire douter éventuellement, actuellement, de son contenu, de sa méthode et du côté éthique, et des choses comme ça. Je crois qu'il y a une référence qui est très importante au développement de la personnalité. Un enfant se développe à partir de ses propres compétences, mais aussi de sa rencontre avec ses parents, sa rencontre avec un environnement. Et du coup, il y a là une activité structurante. Donc nous sommes habitués à être ce que nous sommes et à devenir quelqu'un et à devenir nous-mêmes avec l'appui de l'autre, avec la référence à l'autre, avec la confrontation à autrui. Donc c'est inhérent à notre manière de fonctionner. Vous évoquez le problème des sportifs. Je pense que les sportifs ont des compétences, comme les médecins ont des compétences relationnelles, mais on doit pouvoir optimiser ce qu'il en est. Et du coup, ce que l'on appelle la préparation mentale, dont tous les sportifs de haut niveau bénéficient actuellement, eh bien, c'est à peu près la même chose. C'est comment optimiser les compétences, comment faire que la dimension psychique puisse être un appui et ne puisse pas être une gêne. Donc cela, on pense qu'on peut influencer les choses. Au ministère des Sports, je travaille sur le dopage sportif et les conduites. Je travaille aussi sur les conduites dopantes dans l'entreprise. On voit bien là la différence de quelque chose qui est extérieur, la conduite dopante. Par contre, la préparation mentale, c'est utiliser les ressources de la personne. C'est ce qu'on pourrait appeler une optimisation. Cependant, on se rend compte que chez un grand nombre de sportifs, et ceci est fort préoccupant, à propos de préparation mentale, on arrive à une dérive de nature sectaire visant à développer chez les sportifs une emprise mentale importante. Tout récemment, on l'a vu, et cela a été, je crois, le mérite de la précédente ministre des Sports d'avoir aidé un certain nombre de leurs collaboratrices à évoquer cette emprise mentale allant jusqu'aux violences sexuelles qui ont été manifestes à ce moment-là. On peut avoir aussi une dérive là-dessus. Et puis, vous évoquez le problème du coaching. Le problème du coaching, c'est aussi l'intentionnalité actuelle d'augmenter les performances. Auquel cas, comment vais-je augmenter mes performances? Naturellement, à partir de mes propres ressources. Est-ce qu'un certain nombre de gens ne vont pas pouvoir essayer de m'aider à optimiser ces compétences que je possède? Mais il y a un échelon de plus. Est-ce que ces gens qui sont dans le coaching vont me greffer un certain nombre de compétences et un certain nombre de thérapies comportementales sont susceptibles de le faire? Donc vous voyez que le problème, c'est le problème de l'intentionnalité. Aider, et c'est ce que l'on voit par exemple dans tout ce que la génération New Age, c'est-à-dire le bien-être, le développement des compétences, etc. Ça peut être quelque chose de très positif et on voit dans de nombreuses revues comment il convient de faire en 2-3 mouvements pour développer des compétences tout à fait extraordinaires. Mais par contre, si l'intentionnalité est d'utiliser cette stratégie, cette manière de faire, afin que vous puissiez devenir mon homme lige, à ce moment-là, c'est tout à fait différent. Mais ce qui est très difficile pour nous, c'est que je peux utiliser les mêmes méthodes, les mêmes procédés et les mêmes processus pour aboutir à quelque chose qui soit respectueux de vous et aboutir éventuellement vers un asservissement. Et c'est là le cœur de la question où on se trouve dans une question qui est une question sur l'image qu'on se fait des valeurs, l'image qu'on se fait de l'homme. Et c'est avec ces critères-là que nous pouvons voir les choses. Par contre, et c'est pourquoi nous avons affaire maintenant à la Miviludes, dont on a mis dérive, et moi j'aurais préféré qu'on mette dommage, à partir du moment où l'utilisation de ces méthodes provoque des dommages chez la personne, que ce soit des dommages psychologiques, affectifs, financiers, sexuels, citoyens, familiaux, professionnels, oui, on se trouve là devant la légitimité de faire quelque chose. Ce n'est pas par rapport aux croyances, c'est par rapport au fait que des croyances et des processus et des théories et des corpus doctrinaux infligent des dommages aux personnes que nous avons tout à fait la légitimité d'intervenir. Monsieur Roche.
Oui, ce que je veux dire, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, c'est exactement ce que je veux dire, mais je ne sais pas si je vais bien m'exprimer. Mais nous avons tous l'exemple de, parlons de psychothérapeutes que nous connaissons, qui sont arrivés avec une compétence tout à fait avérée et qui étaient tout à fait de bonne foi et qui ont fait leur travail pendant longtemps de façon tout à fait correcte. Et puis, on a vu que les choses ont dévié. Et je crois que c'est vrai que ces psychothérapeutes, ce qui amène la clientèle chez les psychothérapeutes, c'est souvent la rumeur. Les clients, les patients qui ont été contents se le disent, et il se crée une sorte d'aura artificielle. Et le psychothérapeute, en voyant cette aura, parce que les gens lui le disent, il a des doutes, il se dit, mais peut-être bien qu'il y a un petit quelque chose, et il rentre par là, dans les escaliers que vous avez dit, les critères, et il va les franchir petit à petit, et n'ayant pas d'autre solution, parce qu'il n'ose pas casser cette sorte de relation où il est en fait dominé par sa réputation. C'est la réputation qui est plus forte que lui. Il n'a pas d'autre source, il ne peut pas en sortir, il n'a pas d'autre source que la fuite en avant et de gravir peu à peu les échelons pour arriver à des conduites tout à fait déviantes et qui sont condamnables. Alors c'est sûr que le travail qui avait été fait par notre collègue Accoyer, parlementaire, a apporté au départ quelque chose de très bien, mais on peut quand même se demander si dans quelque chose qui est aussi impalpable que la psychothérapie est difficile à évaluer, il ne faudrait pas quand même qu'il y ait un contrôle du travail qui se fasse habituellement, mais ça pourrait rendre service peut-être même aux psychothérapeutes, parce que ce que je fais là, j'essaie d'excuser, au moins de comprendre comment certaines déviances ont pu s'installer chez des gens qui au départ étaient de très bonne foi. Il est vrai, monsieur, que l'exercice solitaire d'une profession où on est tellement sollicité et où la relation entre les personnes est tellement dense, et le fait que ce que les patients vous racontent a quelquefois un impact sur votre vie personnelle, fait qu'on se trouve dans une situation qui est une situation difficile. Et l'exercice solitaire, dans ce domaine-là, est un exercice extrêmement dangereux. C'est pourquoi il y a tous ces groupes de travail qui se trouvent se confronter avec l'appréciation, les recommandations, l'accueil bienveillant des personnes. On l'avait fait pour les médecins généralistes il y a très longtemps, avec ce qu'on appelait les groupes Balint, où les médecins se réunissaient entre eux pour pouvoir s'entraider. De la même manière, c'est à partir de cette stratégie-là que nous avons créé, plus particulièrement dans la région lilloise, les groupes d'entraide pour les personnes et les familles et les victimes. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un leader qui est là. Le leader, il est garant du fonctionnement. Mais c'est l'aide interactive entre les personnes. De la même manière, les thérapeutes ont besoin de cette aide interactive. Deuxième point sur lequel vous avez assisté, je remonte un petit peu, lorsque l'on est pris dans un style d'exercice, si l'on n'a pas une aide tierce, on va continuer et on va répéter et on va densifier les choses et on va se rigidifier, auquel cas on peut arriver à des dérives thérapeutiques. Par contre, si le thérapeute, au niveau de sa personne, n'a pas une certaine éthique ou se trouve en grande difficulté, là on peut arriver à une dérive sectaire. Et ce que vous disiez de la rumeur, c'est le fonctionnement habituel des choses. Quand vous allez dans un restaurant, vous la recommandez et vous suivez l'avis de votre ami en pensant deux choses. Est-ce que la personne qui m'a indiqué ce bon restaurant est quelqu'un qui a bon goût ou qui a du goût, ou est-ce que c'est quelqu'un qui aime bluffer, ou c'est quelqu'un... C'est-à-dire, vous avez des critères d'appréciation personnelle sur votre, si j'ose dire, recruteur. Et je crois que c'est très important de voir ça. Et c'est pourquoi l'information est extrêmement importante. Parce qu'on peut développer les critères des recruteurs et travailler sur les recruteurs potentiels. Alors là, il y a deux types de recruteurs. Il y a les recruteurs qui sont sous emprise mentale, auquel cas ce ne sont pas des recruteurs, ce sont des représentants, ce sont des militants, ce sont des prosélytes. Il convient d'autre part de se méfier aussi de ce qui est exactement la même chose, ce sont les militants anti-sectes, qui sont tout autant d'une formidable dangerosité, parce qu'ils font exactement la même chose. Ce qui me permet de dire que les modalités de prise en charge des personnes sortant d'organisations à caractère sectaire ne doivent pas ressembler
en aucune manière aux mêmes stratégies, utiliser les mêmes procédés, mettre en place les mêmes processus que ceux qui ont eu place quand ils étaient dans une organisation à caractère sectaire ou sous l'influence de quelqu'un. Cette action d'un certain nombre d'acteurs, et j'ai fait partie il y a très très longtemps de ce groupe-là, dans lequel nous faisions exactement l'inverse, et de faire exactement comme si la personne, avec les débriefings, avec les choses comme ça, était prise dans les mêmes réseaux et utilisait les mêmes procédés, les mêmes processus. Là, c'est extraordinairement dangereux. Et ce qui permet aussi de dire devant cette commission quelque chose qui me semble essentiel. Lorsqu'il y a une prise en charge, il ne convient pas d'aider les personnes à oublier, à mettre sous le boisseau la période dans laquelle ils ont été dans une organisation sectaire. C'est irrespectueux. Ça fait partie de leur vie, et faisant partie de leur vie, c'est quelque chose qui doit demeurer présent dans leur esprit. Cependant, notre travail, c'est de faire que ça ne soit plus actif. Madame Kamerman. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Professeur, je suis très heureuse de vous écouter. Vous êtes à la fois très intéressant, technique et très humain. Je regrette d'être arrivée en retard parce que j'ai dû manquer certaines choses qui m'auraient certainement beaucoup intéressée. Vos sujets évoqués sont extrêmement sensibles et très intéressants. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire quant à la psychologie du médecin, en général, vis-à-vis du malade. Car moi, j'ai béni le ciel d'être femme de médecin, d'un grand médecin, et aussi bien pour ma famille, où j'ai eu malheureusement des malheurs, et mon mari a pu suivre de très près avec tellement d'humanité, étant touché lui-même, mais aussi autour de moi, puisque j'ai beaucoup vécu dans le milieu médical. Et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup à faire, aussi bien auprès des infirmières, car elles sont très importantes, les infirmières. La bonté, la gentillesse, l'humanité, on en manque bien souvent. Je parle surtout des médecins qui sont sollicités par de grands malades, cancer, cœur, etc., les grands accidents, les grands accidentés. Ça, c'est une chose très importante et on doit faire beaucoup en France, en tous les cas, de progrès dans ce domaine. Je voulais vous demander aussi si vous êtes contre ou pour à dire toute la vérité à un malade, et en particulier aux adolescents. Je ne parle pas des enfants petits, mais les enfants 10, 12 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans. J'aimerais bien avoir votre idée là-dessus, je vous remercie. Et je vous félicite chaleureusement. Je vous remercie, madame. Je suis très content. Ça me fait plaisir de voir que nous partageons les choses et à partir d'une expérience qui est une expérience vécue. C'est vrai que la formation psychologique des acteurs de santé dans leur totalité, parce qu'il faut bien se dire que quand on est souffrant, on n'a pas que des médecins, on a un aéropage, une diversité. Ça va jusqu'à la personne qui vous aide dans les soins les plus intimes. Donc c'est très important. Cette psychologie est très importante. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut se trouver, alors c'est peut-être une différence qui va sembler un peu théorique, il faut se trouver en empathie, c'est-à-dire avoir la capacité de percevoir, de sentir, d'accueillir, mais il ne faut pas se trouver en sympathie, c'est-à-dire condolérer, souffrir avec. Sans ça, la vie des acteurs de santé devient totalement insupportable. Je crois que c'est bon. Alors, la question que vous me posez sur dire la vérité, dire toute la vérité, est quelque chose de très particulier. Je vais essayer de vous répondre par une expérience personnelle. J'ai été amené de nombreuses fois dans ma vie à annoncer des diagnostics dramatiques à une famille, et en particulier le diagnostic d'autisme, qui est une pathologie grave. Le problème, c'était, est-ce qu'on est certain du diagnostic? Donc si j'annonce trop tôt, est-ce que j'ai vraiment la conviction scientifique ou est-ce que j'ai simplement l'idée que ça pourrait éventuellement? Donc il y a une interrogation
sur la vérité quand on ne la possède pas complètement? Est-ce qu'on peut la donner de manière partielle? Je m'interroge sur. Et puis, je vais donner un autre exemple. C'est l'exemple, lorsque j'étais interne dans les services d'obstétrique, une sage-femme m'aidait comme jeune interne dans un ordre d'accouchement, et l'on voit apparaître la tête de l'enfant, juste la tête de l'enfant. Ce moment extraordinaire, qui est extraordinaire pour la famille, mais qui est aussi extraordinaire pour les soignants. C'est un moment tout à fait exceptionnel. Et de collaborer à cela, c'est tout à fait exceptionnel. Et là, la gueule de cet enfant était une gueule de mongolien typique. L'enfant était encore pour partie dans le corps de la mère. Et la sage-femme a dit à cette femme, « Ah, il est mongolien ». Vous voyez, entre ces deux éléments, je crois que c'est très important. Lorsque l'on a mieux appris les choses, on a écrit dans le dossier, il s'agit d'un enfant mongolien. Là, les scientifiques, la représentation scientifique. Et en même temps, on n'a rien dit à la famille. Et belle maman est arrivée en disant, ton bébé a une drôle de tête. Dans ma famille, on n'a pas habituellement cette tête-là. Il y aurait peut-être quelque chose de bizarre. Il faudrait peut-être demander à... Et progressivement, l'annonce du diagnostic s'est faite d'une manière qui est une manière supportable. Mais ce qu'il faut aussi penser, c'est qu'après l'annonce du diagnostic, il y a toute une prise en charge qui est considérable. Donc il faut être certain qu'on puisse faire ce post-diagnostic. Et ce que je dirais volontiers, c'est qu'il y a des vérités acceptables. Alors, on nous oblige actuellement à dire toute la vérité rapidement. J'ai un frère qui est mort d'un cancer du pancréas. Il a consulté à 14 heures. Le bilan était fini à 16 heures. Et à 16h05, on lui a dit « Tu as un cancer du pancréas ». Sans suivi après. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce n'est pas une vérité acceptable. C'est une vérité traumatique. Par contre, progressivement, amener les gens à dire « Mais n'aurais-je point quelque chose? Est-ce que vous ne craignez pas que j'ai ceci ?» Là, la vérité, toute la vérité peut être dite, mais il y a toute une série de processus pour y arriver, et il y a toute une série de processus après la vérité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Bien, monsieur Merci. Pardon. Monsieur le professeur, merci. Je vais faire un petit peu comme dans les émissions de télévision ou de radio. Je vais vous poser 3 petites questions en vous demandant de répondre brièvement, par oui ou par non, ou par... Première question, j'ouvre mon ordinateur, je vais sur le site psychothérapeute et je vois psychothérapeute Gestalt thérapie. Dois-je fuir? Dois-je rigoler? Dois-je dire ou aïe? Oui. Ou. Prudence. Prudence. Les ordres, lorsqu'ils interdisent des professionnels d'exercer pour faute professionnelle, est-ce qu'en même temps, il ne devrait pas avoir le droit d'interdire le professionnel d'utiliser son titre par la suite? Alors je pense que non, parce que le titre, par exemple, le grade de docteur en médecine est un grade universitaire. Par contre, l'ordre a, comme tous les ordres, la possibilité de dire vous pouvez utiliser, et c'est l'ordre dit l'exercice oui ou non. Par contre, le titre, non. Et enfin, la victime. La victime d'un gourou, d'une secte, lorsqu'elle arrive à se sortir de la secte ou du gourou, va probablement être aidée par des tas de gens autour d'elle et elle reste victime. Est-ce que c'est une bonne solution? Si elle ne devient plus que victime et si ça lui donne un statut, à ce moment-là, c'est formidablement dommageable pour elle. Elle a vécu, c'est difficile de faire une réponse courte pour un psychiatre, elle a vécu une période de sa vie qui est à elle. Elle n'est pas que ça. Et que par voie de conséquence, si elle a été victime de ceci, de cela, et a subi des dommages comme ça, ce qu'on va essayer de lui redonner, c'est d'être une personne qui a connu cela. Mais elle est tout autre chose. Et si elle se pose dans une situation ultérieure de victime, qui, puisque vous avez évoqué la télévision, va témoigner à la télévision, va témoigner devant les commissions d'enquête, etc., elle a un nouveau statut et elle n'est plus que victime.
C'est exactement comme quand on dit que quelqu'un qui consomme de l'alcool et qui a des problèmes, on dit c'est un alcoolique ou une alcoolique. La personne ne peut pas se résumer à cela. Si vous me dites que je ne suis qu'un psychiatre, à ce moment-là, je ne me résume pas à cela. J'ai beaucoup d'autres aspects. Merci, monsieur le professeur. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup.